Il est 8h36 et notre invité ce matin est Gérard Filoche. Bonjour. Bonjour. Gérard Filoche, vous êtes membre du bureau national du Parti Socialiste. On est bien d'accord? On est d'accord. Membre de la CGT. Oui, depuis 1963. Depuis 1963. Ça paraît déjà presque incompatible aujourd'hui. Pas du tout. Vous avez des milliers, dizaines de milliers de militants socialistes qui sont à la CGT, sans parler des millions d'électeurs qui sont communs à la CGT et aux socialistes. Alors justement, on va y revenir. Auteur de Comment résister aux lois Macron, El Khomri et compagnie. Oui. Gérard Filoche. Oui, la loi. Défiler jeudi n'est pas envisageable, dit Bernard Cazeneuve. Est-ce que vous défilerez jeudi? Oui. Oui. Et c'est intolérable d'envisager que cette manifestation soit interdite. Justement parce que je milite depuis tellement d'années, je me souviens pas. Je cherchais dans ma mémoire les Raymond Marcellin, les Poniatowski, les Pasqua. Quand même, on pouvait manifester. Qu'est-ce qui arrive avec Cazeneuve et Valls? C'est absolument... Qu'est-ce qui arrive? Mais je ne sais pas l'expliquer. Comment ils en sont à ce point? Il faut qu'ils soient très minoritaires. Ils se sentent très isolés dans le pays pour en arriver à ces solutions désespérées qui sont d'interdire les manifestations syndicales. Donc vous défilerez jeudi de Bastille à Nation, c'est ça? Bien sûr. Et personne ne pourra m'en empêcher, je peux vous dire. Vous risquez 11 euros, hein? 11 euros d'amende. Je défilerai 10 fois. Mais parce que ça, c'est absolument intolérable dans notre pays qu'on en arrive là. Je ne comprends pas comment ça va. Alors quels sont les arguments, quoi? Il y a des casseurs. Mais la Cour de cassation a dit en janvier 2006, en octobre 2009, que quand il y avait des casseurs, il y avait les manifestants, les syndicats et les manifestants n'étaient pas responsables des casseurs. Ceux qui étaient responsables des casseurs, c'était les forces du maintien de l'ordre. C'est pas les manifestants. Oui, c'est très clair dans le droit français. J'entends Bernard Cazeneuve qui vous dit certains militants syndicaux ont participé à l'agression délibérée des forces de l'ordre. Mais parce que j'ai l'impression qu'ils ont d'abord reçu des cocktails Molotov, des fumées, des lacrymogènes et des fumées et tout ça. Je n'ai pas eu l'impression que ce soit les manifestants qui attaquaient les policiers. Oui. Moi, j'ai participé à une manifestation au boulevard Diderot. C'était le 1er mai. J'étais même avec mes petits-enfants. J'ai vu la manœuvre se faire. C'est-à-dire les policiers arrivaient au milieu du cortège. Il n'y avait aucune raison de le bloquer. Alors, en faisant des manœuvres, en se mettant, en paralysant la manifestation. Alors, évidemment, les gens s'énervaient un petit peu en disant dégagez. Et puis petit à petit, ils trouvaient un climat pour envoyer les fumées lacrymogènes. Et donc, je dis quand on fait ça, on provoque les manifestants et on provoque. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas trouver un terrain d'entente? Je ne sais pas, moi, le ministre de l'Intérieur dit, organisons une manifestation statique, organisée. Mais ça vous fait sourire. Oui, dans les catacombes. Ce que je dis. Dans les catacombes, dans une fan zone, etc. Non. Une fan zone syndicale. On se moque du monde, écoutez. Là, toute cette histoire-là est une histoire de diversion. Parce que comme le gouvernement est sur une tête d'épingle, il n'a pas de majorité dans le pays. Il n'a pas de majorité au Parlement. Il n'a pas de majorité à gauche et il n'a pas de majorité syndicale. Donc il faut qu'il fasse une diversion pour essayer de s'en sortir. Il n'y a pas d'autre explication. Et la diversion, c'est quoi, la diversion? C'est de focaliser sur deux, trois gars. C'est de l'autoritarisme, c'est quoi? Oui, bien sûr, c'est faire parler de ce qu'on parle tout de suite, au lieu de parler du fond, c'est-à-dire de la loi El Khomri. Oui. C'est-à-dire que quand on passe notre temps à parler des casseurs, on ne parle plus de 100 ans de casse du droit du travail. On ne parle plus de le fait qu'on va soumettre les humains aux entreprises au lieu de soumettre les entreprises aux humains. On ne parle plus de la casse de l'état de droit dans l'entreprise et de l'ordre public social. On ne parle plus de chacun des 52 articles de la loi El Khomri qui sont tous scélérats, les 52. Est-ce que je peux vous en citer deux? Je vais citer l'article 27. C'est celui qui concerne les VTC, voitures tourisme avec chauffeur. C'est-à-dire ce sont des gens qui n'ont plus de cotisation sociale, qui travaillent 20 heures par jour, 120 heures par semaine, pour gagner très très peu à la fin, puisque le rapport avec leur société, Uber, c'est qu'Uber donne la course, eux, ils payent 25%, ils n'ont pas de bulletin de paye, ils n'ont pas d'horaire, ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pas de médecine du travail, il n'y a pas de contrôle, sauf que c'est contestable aujourd'hui. Parce que l'URSSAF entreprend de contrôler Uber et de dire, vous devez payer des cotisations sociales, in fine, c'est un contrat de travail. Mais l'article 27 de la loi El Khomri dit non, ce n'est pas un contrat de travail. L'article L7411.1 ne s'applique pas au VTC. Par conséquent, l'URSSAF devra arrêter ses poursuites contre Uber si la loi El Khomri passe. Vous savez que même le Sénat, la droite, j'en étais malade, ils ont dit peut-être ça va un peu loin, il faudrait leur retirer l'article 27. Regardez le Sénat. Et bien le gouvernement dit, si le Sénat le retire, on va le remettre. Le deuxième article, c'est le 52. Celui-ci mériterait malheureusement de porter le nom d'un chômeur qui s'est immolé par le feu à Nantes il y a 3 ans. Le gars, il était intermittent, saisonnier, et
Eh ben, les employeurs, parce que c'est des petits employeurs souvent, ne donnaient pas les papiers à temps pour le Pôle emploi. Il avait des droits ouverts, mais il n'avait pas la paperasse qu'il fallait au 30 du mois pour le donner. Le Pôle emploi lui a retiré les trop perçus et les indus. Ce qu'il a mis en difficulté avec sa banque, ce qu'il a mis en difficulté avec son logement, parce qu'il est quasiment en fin de droit. Il s'est immolé par le feu devant le Pôle emploi de Nantes. Mais les syndicats sont allés aux tribunaux après sa mort. Et figurez-vous qu'ils ont gagné. C'est-à-dire que c'est allé jusqu'au Conseil d'État, et le Conseil d'État, le 15 octobre 2015, il y a 9 mois après, a dit « Pôle emploi ne pourra plus faire ça ». Et ben, l'article 52 de la loi El Khomri casse la décision du Conseil d'État pour que Pôle emploi puisse à nouveau aller chercher les indus et les trop perçus chez les pauvres et petits chômeurs. J'ai dit une fois que c'était une loi dégueulasse, excusez-moi du mot. Elle est pourrie cette loi, je voudrais le dire, parce que les gens sont pas... On nous la présente comme équilibrée, modérée, comme faisant la part des choses entre les... C'est faux. Il faut le dire à des millions de gens, parce que la question est parfois difficile pour défendre le Code du travail. Mais c'est une loi qui est totalement du côté des employeurs. J'aurais jamais imaginé que des dirigeants issus de la gauche puissent proposer une telle loi. Quand j'avais reçu le brouillon, c'était au mois de janvier dernier, on me l'avait fait passer comme ça, je le lis, et je me suis dit c'est un faux. On est en train de me mener en bateau. Jamais la gauche peut sortir un projet aussi pourri que celui-ci. Et c'est celui dont on discute maintenant depuis 5 mois. Et je comprends que des millions de gens soient en bataille contre. Mais on a déjà eu 3,5 millions de manifestants qui se sont levés contre ça. Oui. On a 5 syndicats. Oui, mais la loi va passer. Non. Non. Je vous parie que non. Et pourquoi non? Parce que elle va passer avec le 49.3 s'il le faut. Oui, mais le gouvernement l'a dit. Oui, mais ça va craquer quelque part. Un gouvernement, il y a des limites à l'autoritarisme, il y a des limites à l'isolement. Ou qu'est-ce qui nous dirige aujourd'hui? 5-6 personnes? La promotion Voltaire? Mais enfin, elle est quand même encerclée par la France, la promotion Voltaire. Il y a quand même quelques millions de salariés qui disent non. Et donc, à un moment donné, même les petits clans les plus restreints sont bien obligés d'entendre. Et je parie qu'ils vont entendre. Parce que je considère, moi j'analyse l'interdiction de la violence. Oh, la violence. Gérard Filoche, non. Écoutez, je vais vous dire... Ils nous ont dit arrêtez de manifester pour qu'il y ait l'euro, là, le football. Oui. En 72 heures, les hooligans ont fait quasiment plus de violence que ce qui a été reproché aux manifestations pendant 3 mois. Il faudrait faire la part des choses dans ce pays, où on braque sur les hooligans de Nice, de Marseille, de Lille, etc., avinés, qui cassent tout, ou alors on respecte la mobilisation sociale, qui est quand même l'expression de ceux qui travaillent dans notre pays, qui produisent des richesses et qui n'en reçoivent pas la part qu'ils méritent. Moi, j'ai du respect pour les manifestants. Je dis que c'est la force sociale de notre pays, c'est la vie de notre pays, depuis toujours, que de se battre pour ses droits, pour son code du travail. Parfois, la violence s'exprime dans ces manifestations. Ça s'est exprimé plein de fois dans l'histoire de France, depuis la Révolution française. Ça s'est exprimé aussi en 36 quand on occupait les entreprises. Ça s'est exprimé en mai 68 également. Mais compte tenu de la situation, justement, compte tenu du risque terroriste, compte tenu de l'euro en France, compte tenu de... Est-ce que ce n'est pas même en mai 68, irresponsable, même en mai 68, franchement, même en mai 68, les manifestations avaient lieu. Cazeneuve est pire que le ministère de l'Intérieur de 68. Pourtant, Grimaud était quand même respectueux des manifestants. Cazeneuve devrait s'inspirer de Grimaud. C'était le préfet de l'époque à Paris. Et comment ça s'est passé? Ça suffit d'Emmanuel Valls, s'il y a besoin d'autorité. Ce qui suffit, c'est Emmanuel Valls. Ça suffit aussi. Cet homme qui avait 5% aux dernières primaires, qui visiblement n'a pas progressé dans l'opinion des Français, qui a la mâchoire crispée, le ton agressif, impératif, on peut pas rester immobile, tout ça pour nous faire revenir au 19e siècle. Parce que c'est la politique des libéraux. C'est pour refaire des salariés des tâcherons, des journaliers, sans cotisation sociale. C'est ça le but du jeu. C'est pour diminuer par 2 ou par 3 le coût du travail et pour augmenter les dividendes. C'est ça aussi le but du jeu. Quand on dit aux gens comment vous résumez la loi El Khomri, les mots, mais ils l'ont dit très bien. TGV. Travailler plus, gagner moins et virer plus facilement. Ça, c'est simple quand on veut la résumer. Mais après, c'est sophistiqué. Parce que l'employeur pourra décider de baiser les heures supplémentaires de 25% à 10%. Moi, j'ai vu dans des entreprises, les gens, ils ont des petits salaires. Les heures sup, c'est essentiel pour eux. Et vous leur dites, attendez, on va passer de 25 à 10%, ils peuvent pas se rebeller. Favorable à une défiscalisation des heures supplémentaires, non, alors, pas du tout. Pas du tout. Je suis pour que les heures supplémentaires soient rendues plus coûteuses que l'embauche, afin qu'on embauche. Je dis pas qu'elles soient 50% dès la première heure. De façon à ce qu'on donne pas trop de travail à ceux qui en ont déjà, mais qu'on en donne à ceux qui en ont pas. Gérard Filoche, l'autorité donc incarnée par Manuel Valls, vous vous battez contre cette vision autoritaire de notre société, mais quand même, je me mets à la place de celles et ceux qui nous regardent, qui nous écoutent. Quand on voit ce qui s'est passé à Necker,
Ça vous fait sourire, Necker. Écoutez, on a tous regardé. Qui? Oui, on a tous regardé les images. Les journaux ont fait une exégèse. J'aimerais avoir votre sentiment là-dessus. Les journaux ont fait une exégèse de ce qui s'est passé. Ça semble concerner 2 ou 3 abrutis qui vont casser les vitres. Oui. Bah, bon, c'est déjà arrivé. Qui sont-ils d'ailleurs? Des abrutis. Oui. D'accord. Bon. Oui. Et alors ensuite, après, vous avez le Premier ministre qui répond le soir. Il répond pas aux manifestants. Il va se faire prendre en photo devant les 3 vitres cassées. Je veux dire, il y aura des traces de Manuel Valls dans l'histoire. Mais cette trace-là sera honteuse. Dans le genre manipulation. Il y aura des gens qui se pencheront. C'est manipulé? Vous pensez que c'est une manipulation? Oui, c'est une manipulation quand il se met devant les vitres. Je sais pas les motifs des abrutis et comment ça a été rendu possible. Je sais seulement que c'est ce qui s'appelle une diversion, puisqu'à la fin on ne parle plus de ça. Ouais. Que de ça, mais plus des 1 300 000 manifestants. Et ce qui comptait, c'était bien le million de manifestants. Et même le chiffre. On nous dit c'est 80 000 manifestants. Enfin, même si on discute. Moi, j'étais 5 heures au coin de la rue Arago, entre 12h30 et 17h30. Même la province n'avait pas fini de passer quand j'ai quitté. Et il y avait encore tout Paris, il y avait encore toute la banlieue qui n'a même pas pu défiler. Et les rangs étaient serrés. C'est pas comme quand on nous montre des photos avec des rangs espacés. J'ai regardé les cortèges des dockers du Havre. Bon, sans parler que dans toute la France, c'était pareil. Je reviens du Havre. C'est la ville symbole du camp. Ils ont fait 4 manifestations de 30 000 personnes, une de 35 000. Vous avez vu les conteneurs au Havre avec la jolie photo. Ils ont fait un 17 mètres de haut avec un point levé. C'est un symbole du mouvement actuel. Quand un gouvernement voit ça, il devrait entendre, écouter, négocier. Pourquoi ils sont fermés comme ça? Oui, c'est un symbole, ces manifestations. C'est pour ça qu'il faut les maintenir. C'est un symbole de la colère sociale, du rejet du gouvernement français. Ce matin, ils viennent de dégager le centre d'Ivry, de la déchetterie. Oui. Vous avez eu quand même les raffineries, vous avez eu tous les transports, vous avez eu plus de 450 entreprises occupées. On ne peut pas immobiliser la France, Gérard Filoche, non? Mais qui est responsable de ça? Tout se passerait bien s'ils n'avaient pas fait la loi El Khomri, elle marcherait la France. Pourquoi ils ont fait une loi que personne ne demandait? Pourquoi ils ont fait une loi que personne ne demandait? Pourquoi ils sont arrivés dans cette histoire de code du travail qui n'était pas dans leur programme? Sous quels ordres? Pour quelles directives? Pour quel intérêt? Oui, je vous pose la question. François Hollande, le 21 février dernier, quand il allait... Pour quels intérêts? Je vous pose la question. Il a dit, c'est pas pour l'emploi, c'est pour un nouveau modèle social. Mais qui lui a demandé ce nouveau modèle social? De quel modèle social s'agit-il? De celui des libéraux. Ben, c'était pas à la gauche de faire le modèle social des libéraux. Les remises en cause du code du travail sont même plus à droite que la droite. L'autre jour, je sais plus qui c'est Cambadélis, ça dit oui, le Sénat va aggraver. Mais enfin, le Sénat, c'est vrai, comment il avait dit Cambadélis, ça va être un mauvais film d'horreur de la droite. Bon, le Sénat a fait des effets spéciaux, il en a rajouté un petit peu, mais 5% par rapport aux 95% d'horreur qu'il y avait déjà malheureusement dans le film de Cambadélis et de Valls. Ouais. Vous êtes candidat à la primaire? Oui, si je peux, parce qu'il va y avoir beaucoup d'obstacles pour que je ne le sois pas. Écoutez, il faut d'abord une vraie primaire. Oui. Et la vraie primaire, c'est quoi une vraie primaire dans votre... C'est de toute la gauche. Toute la gauche peut y participer. Oui, mais enfin, déjà, Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il n'y participerait pas. Oui, mais on peut le faire changer d'avis, il peut réfléchir si beaucoup de monde y participe. Vous croyez? Bah oui, bien sûr, parce qu'il y a une aspiration unitaire. Vous rangeriez derrière lui? Au cas, moi je me rangerais derrière celui qui gagne une primaire de toute la gauche. Écoutez bien, de toute la gauche. C'est-à-dire pas d'exclusif, parce que sinon c'est triqué au départ. Or, la motion du Parti Socialiste de samedi dernier au son Conseil National propose au Vert, au PC, à toute la gauche, des primaires le 4 et le 11 décembre, pas en janvier. Il faut bien écouter les informations de ce côté-là. C'est 4 et 11 décembre, non pas 22 et 29 janvier. Et avec un dépôt des candidatures entre le 15 septembre et le 30 octobre et un mois de débat en novembre. Ça, c'était une proposition. Il y a même dans la motion, il y a même écrit aux conditions envisagées. C'est-à-dire celles qui ont déjà été discutées avec les Verts et le PC. C'est-à-dire il y aura 2 tours. Et tous les candidats pourront se présenter au premier et il y aura un deuxième tour. Ça sera le 11 décembre. Et donc, si tout le monde y participe, c'est-à-dire les Verts, le PC et tout, c'est un vrai enjeu. D'ailleurs, moi, je souhaite ça de tout mon cœur. Parce que qu'est-ce qui se passera? Je vais vous le dire. François Hollande sera battu. S'il y a toute la gauche, il sera battu. La majorité sera anti-El Khomri. Qui doit pouvoir voter à ces primaires? Ce que nous avions fait la dernière fois, puisqu'on fait référence à 2011. Oui, c'est-à-dire que les gens qui se déclarent de gauche, on peut faire une plateforme commune sur un certain nombre d'actes qui disent voilà ce qu'on défend, et ensuite les gens versent 1 ou 2 euros, parce que voilà, ça permet de les faire fonctionner. Comme à droite, on a dit, oui, bien sûr, mais on avait inauguré ça. Hein. Oui. Et on fait 10 000 bureaux de vote, ça on peut les faire aussi. Et donc à partir de ce moment-là, il peut y avoir 3 ou 4 millions de personnes qui votent. Si c'est pour une primaire à 200 ou 300 000, c'est seulement les cercles des partis, c'est pas ça qu'il faut. C'est là où, pour qu'il y ait toute la gauche, il y aura 3 ou 4 millions de personnes. Peut-être de légitimer François Hollande, non? Ça permettra surtout à ce que tous les gens qui sont contre la loi El Khomri viennent dire à François Hollande, pas toi. Oui.
C'est-à-dire que ça sera la victoire de la gauche. Si François Hollande l'emporte en ces primaires, vous rangez derrière lui? Vous savez, vous posez toujours la même question. Je ne pose pas toujours la même question. Si vous perdez, qu'est-ce que vous faites? Je demande parce que vous avez besoin d'éclairer. Je comprends. Mais non, mais vous avez besoin d'éclairer les auditeurs, les téléspectateurs. Pardon, je veux le faire volontiers, mais je vais vous dire que cette question-là, elle se posera s'il a gagné. Oui, non, mais d'accord. La seule chose que je peux dire comme règle du jeu, c'est que si on fait des primaires de toute la gauche, j'insiste bien, alors évidemment tous ceux qui participent soutiendront celui qui l'emporte. C'est-à-dire que si par exemple c'était moi, François Hollande devrait faire campagne pour moi. Oui. Et inversement. Inversement. Vous feriez campagne pour François Hollande? Moi je pense que François Hollande ne gagnera pas. Donc ne me posez pas une question qui ne se pose pas. D'accord, vous pensez, mais enfin. Non mais d'accord, mais enfin. Ah oui, mais c'est comme, vous savez, c'est comme si vous demandez à tous les candidats aux élections, si vous perdez, est-ce que vous allez... Bon. Jeudi, il y a encore la publication des chiffres du chômage. Imaginons que le chômage baisse pour le 3e mois consécutif. Ça valide la politique de François Hollande, non? Bien sûr que non. Alors, depuis juin 2012, vous avez été inspecteur du travail. Oui, depuis 2012, il y a 1 300 000 chômeurs de plus. 1 300 000. Le contraire de ce que la gauche voulait faire. Parce que pour qu'il n'y ait pas 1 300 000 de chômeurs de plus, il fallait pas donner 41 milliards au patronat. Il fallait les mettre dans l'emploi. On pouvait faire des centaines de milliers d'emplois. Aider les entreprises à créer de l'emploi, non, Gérard Filoche? C'est aider à faire leur marge. Vous savez bien, la France a battu son recordman de toute son histoire de distribution de dividendes l'année dernière. Et elle est même recordman par rapport à tous les autres pays d'Europe. Cet argent n'est pas allé à l'emploi, il est allé dans les îles Caïmans, dans les Panama Papers, dans la fraude fiscale, et il est allé dans, comment ça s'appelle, LuxLeaks, c'est-à-dire là où les 58 multinationales françaises vont blanchir leur argent au Luxembourg, chez Juncker. Ouais. Donc vous serez candidat à la primaire, Gérard Filoche. On va vous entendre. Si je peux me permettre de le dire, oui, je réponds, c'est pour défendre les petits salaires et les petites retraites. C'est pour défendre les droits des salariés, tous les salariés, c'est-à-dire les jeunes en formation, les chômeurs temporairement privés d'emploi et les retraités qui vivent d'après le travail. C'est-à-dire c'est ceux qui produisent les richesses. Le quinquennat qui vient de s'achever finalement n'a fait qu'aider les patrons. Il y aura du monde à gauche, à gauche de la gauche. J'espère que c'est... Lindemann, Montebourg, vous, enfin bon, peut-être Benoît Hamon et d'autres. Ça prouve qu'il y a plein de compétences pour remplacer François Hollande, et surtout... Il y a plein d'ambitions, quoi. Je m'en fous des ambitions, franchement. Ce que je veux, je vais vous le dire. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, président, je tiendrai mes promesses. Oui. Moi, président, je ne mettrai pas forcément de cravate. Moi, président, je ferai ce qu'il faut pour que la démocratie fonctionne et que le Parlement fonctionne pour qu'on marche vers une 6e République. Moi, président, je ferai une vraie réforme fiscale. Moi, président, je ferai une vraie réforme bancaire. Et je vais vous dire, je ferai 1800, 60, 32, 20... et 5, 1800 € pour le SMIC, 32 heures par semaine, 20, pas plus de 20 fois le SMIC, c'est-à-dire salaire maxima, la retraite à 60 ans, et 5, pas plus de 5% de précaires par entreprise. Et je me fixerai d'aboutir à ça, et d'adapter l'économie pour que cette fois on redistribue les richesses, et que partant de la redistribution des richesses, il y ait une forme de relance. Parce que quel était le fond, l'erreur fondamentale? Il dit, je vais d'abord restaurer l'économie, puis après, je ferai du bien aux gens. Moi, je pense qu'il faut commencer par faire du bien aux gens, parce que ça aide à restaurer l'économie. Et c'est une divergence assez fondamentale, je dirais, entre gauche et droite. Et Hollande s'est rangé sur une politique de droite, la politique de l'offre. Eh bien moi, je défendrai une politique de gauche traditionnelle, comme on dit, parce que je suis social-démocrate, et même social-démocrate modéré. Mais je veux en même temps unir toute la gauche sur un programme qui soit vraiment de gauche. Alors, en vous écoutant, Valérie a tweeté, il est intolérable que cette manif bloque encore tout le monde et qu'il y ait de la casse. Ras-le-bol de subir. Qu'elle dise à Valls de l'autoriser, puis ça marchera bien. Bien. Le référendum en Grande-Bretagne, vous voteriez pour ou contre? Je ferai comme Jérémy Corbyn. D'ailleurs, timide, hein, Jérémy Corbyn. Il est pour le maintien dans l'Union européenne, mais enfin timidement. Mais je le comprends aussi, parce que cette Union européenne n'est ni accueillante. D'ailleurs, vous êtes un peu le Bernie Sanders. Vous voulez être un peu le Bernie Sanders français. C'est ce qu'on m'a dit. Et vous savez, Bernie Sanders est assez libéral quand même, mais il a eu un grand mérite. Il a dit aux États-Unis, je suis socialiste, et il a reconnu l'appui de toute la jeunesse. Il avait 74 ans et il a fait une bataille magnifique qui réhabilite les valeurs de gauche. Jérémy Corbyn aussi, parce que le Labour Party, il est passé de 100 000 membres à 650 000 membres depuis son élection. Et Jérémy Corbyn, on disait, ouais, le gars, il a pas ses chemises repassées, il n'est pas bon orateur, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Comment Corbyn peut-il être à la tête du Labour? Il l'est, et ça marche. C'est ce qu'il faut qu'on arrive à faire en France si on veut sauver la gauche et au passage le Parti socialiste. C'est la fête de la musique. Votre musique préférée, la musique de Gérard Filoche. Joe Cooker.
T'adorais? Oui, c'est la musique que ma femme m'a appris à aimer. D'accord. Bien, merci Gérard Filoche d'être venu nous voir ce matin sur RMC et BFM TV.